Les crues de la Seine font passer un frisson d'angoisse chez les Parisiens. Avec inquiétude, beaucoup d'entre eux vont jeter un coup d'œil au pont de l'Alma pour observer le niveau de l'eau autour de la statue du Zouave. Si le fleuve atteint ses pieds, rien n'est perdu. À la ceinture, le danger est grave. À la hauteur du cou, c'est la catastrophe. Les crues de la Seine ont immortalisé le Zouave du pont de l'Alma qui, depuis plus de 160 ans, monte, contre une des piles du pont de l'Alma, une garde immobile et pétrifiée, et qui a toujours préféré le bain forcé, et parfois presque la noyade, à l'abandon de poste. Les Boulonnais apprendront avec curiosité que le militaire qui leur servit de modèle a vécu et est mort dans la région. Ce Zouave, avant de devenir une statue et un point fixe connu de tous, témoin pittoresque et légendaire des crues de la Seine, fut un homme de chair et d'os, un brave à trois poils comme on disait, et qui, la chéchia insolemment écrasée sur l'occiput et le fusil à la main, barouda pendant près d'un quart de siècle en Afrique, en Crimée, en Italie, sur notre frontière de l'Est, et qui, finalement rendu à la vie civile, termina sa carrière en bon époux et en bon père de famille. Il s'appelait André-Louis Gaudy. Il est né à Gravelines en 1828, rue des Remparts, au niveau de la citadelle, dans le quartier de la Montagne, un des plus hauts points de Gravelines. Une plaque commémorative a été apposée sur sa maison natale il y a quelques années. Il est arrivé avec ses parents dans les années 1826 et son père était cabaretier. Et ici, devant la maison où Gaudy est né, je pense que dans le temps, il devait être un café. C'est quelqu'un qui devait avoir soif d'aventure, il s'est engagé dans l'armée. Et il a fait 21 ans d'armée. Avec Napoléon, les campagnes d'Italie, les campagnes d'Afrique du Nord, tout ce qui s'ensuit, il a été blessé, il a été médaillé. Et c'est pour ça qu'il a été pris en exemple pour faire le parce qu'il y avait une belle carrière militaire, quoi. La famille d'André-Louis Gaudy est originaire de Marquise, dans le pays boulonnais, où elle a établi une lignée de marbriers et de maîtres de carrière qui, pendant des générations, taillaient, burinaient et polissaient les belles et dures tranches de marbre extraites des carrières de la vallée heureuse. Les Gaudy étaient d'ailleurs fort honorablement connus dans la région de Marquise, dont le grand-père d'André-Louis Gaudy fut maire pendant très longtemps. La dalle qui recouvrait la tombe de celui-ci a été retirée au XXe siècle, puis scellée dans la muraille de l'église Saint-Martin. L'épitaphe qui lui est consacrée est particulièrement élogieuse et témoigne de l'affection de ses anciens administrés dont le défunt était entouré. En 1848, André-Louis Gaudy a 19 ans. Il est destiné à devenir, lui aussi, un tailleur de pierre, métier ancestral que pratiquent les siens. Mais, mordu par le démon de l'aventure, il veut voir du pays. Il s'engage alors dans l'armée pour une période de 7 ans. D'abord incorporé au 71e régiment d'infanterie de ligne, il est affecté sur sa demande au 3e régiment de Zouaves en garnison à Constantine. C'est la vie aventureuse qui commence. Le grand baroud contre les tribus dissidentes lui permet de faire ses premières armes. Et André-Louis Gaudy se distingue immédiatement par sa bravoure. Les Zouaves constituaient un corps particulier de l'armée française sous le Second Empire, dont l'uniforme se distinguait par son caractère oriental, ce qui lui a valu de connaître une forte popularité auprès des Français. L'origine de ce corps militaire provient de la seconde vague de colonisation française en Afrique du Nord, et particulièrement de la prise d'Alger en 1830. À cette occasion, quelques centaines de Berbères d'ethnie originaire des montagnes de Kabylie s'enrôlèrent aux côtés des forces françaises. Le mot zouave vient de Zouawa, le nom d'une tribu kabyle d'où furent tirés les premiers soldats de ce corps. Entre 1835 et 1845, le maréchal de France, Thomas Robert Bugeaud, recruta leur service à plusieurs occasions, notamment pour combattre le chef militaire algérien Abdelkader. La riche iconographie conservée sur les Zouaves met bien en avant le caractère oriental de leur uniforme qui les distinguait du reste de l'infanterie française. Le Zouave de la garde impériale portait une veste sans collet, ni bouton bleu foncé, dont les pans étaient ornés d'une tresse jonquille. Le pantalon était en drap garance et orné d'un cordonnet bleu sur les côtés. Le soldat portait sur la tête une chéchia rouge ornée d'un long gland couleur jonquille. Un grand turban de coton blanc pouvait également être enroulé autour de sa tête. L'uniforme était complété par des guêtres et une longue ceinture de laine bleue enroulée autour de sa taille. En 1854, Napoléon III officialise la création du régiment des Zouaves et les engage dans la garde impériale dans le contexte de la guerre de Crimée.
Depuis 1815, l'Empire russe, puissance politique et diplomatique montante sur la scène européenne, a cherché à accroître son territoire pendant tout le XIXe siècle. Profitant de la faiblesse de l'Empire ottoman, son regard était particulièrement tourné vers les provinces balkaniques. Vers la moitié du XIXe siècle, la Sublime Porte, soutenue par les Français et les Anglais, refusait de céder aux Russes la protection des orthodoxes dans l'Empire ottoman. La Sublime Porte est le terme utilisé en langage diplomatique et dans les traités pour désigner le gouvernement ottoman, mais aussi par métonymie la ville de Constantinople, gardienne des détroits, et la Sublime Porte peut également désigner l'Empire ottoman lui-même en tant qu'État. La Sublime Porte désigne en fait l'entrée du magnifique palais de Topkapi. Dans ce contexte de tensions politico-religieuses, les forces françaises, britanniques et piémontaises s'allièrent avec les Ottomans pour contrer l'avancée des Russes en Orient. Ils entrèrent en guerre le 12 mars 1854. Pour l'empereur Napoléon III, c'était là une occasion de légitimer son nouveau titre impérial et d'acquérir un prestige qui s'étendrait au-delà des frontières de la France. Napoléon III tenta même d'imiter l'illustre Napoléon Ier en établissant à Onvaux, entre Boulogne et Wimereux, un second camp de Boulogne, d'où partiront les soldats français, à bord de navires anglais, pour la bataille de Bonmarson, alors sous domination russe. André-Louis Gaudie, quant à lui, part pour la Crimée en 1854, et il combat à la fameuse bataille de l'Alma, tout près de Sébastopol, au cours de laquelle l'alliance ottomane franco-britannique remporta une victoire sur l'armée russe le 20 septembre 1854. La guerre de Crimée fut la première campagne des Zouaves de la garde impériale en dehors de l'Algérie, et à la bataille de l'Alma, le 3e régiment de Zouaves prit par surprise les Russes en gravissant des escarpements rocheux et en s'emparant de leur artillerie, puis en la retournant contre eux. Cette action héroïque participa grandement à faire tourner la bataille en faveur des Alliés. La compagnie d'André-Louis Gaudie fut pratiquement anéantie. Il n'en revint que 4 hommes. André-Louis Gaudie fut gravement blessé, mais il survécut à ses blessures. La guerre de Crimée continua toute l'année suivante. Le 8 septembre 1855, le général de MacMahon s'empare avec ses Zouaves de la tour Malakoff, qui surplombe la citadelle de Sébastopol. Au terme d'un siège de 322 jours, les troupes russes de Sébastopol se rendirent le 11 septembre 1855, minées par le froid, le choléra et le scorbut, véritable fléau de cette guerre particulièrement meurtrière dans les deux camps. Le conflit armé de la guerre de Crimée se termina quelques mois plus tard avec la signature du traité de Paris le 30 mars 1856, qui entérinait la défaite russe. Le triomphe des forces françaises à l'occasion de la guerre de Crimée, aussi appelée guerre d'Orient, témoigne de l'apogée du Second Empire et de la place importante qu'occupait désormais la France sur l'échiquier européen et mondial. La popularité des Zouaves auprès des Français découle de la grande diffusion de leur imagerie sous le Second Empire, qui a profité du développement de la reproduction des médias de masse à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Gravures, photographies, dessins et sculptures se multiplièrent sous le règne de Napoléon III. L'ampleur de la diffusion de cette culture visuelle résulta notamment du programme politique de l'empereur et contribua à faciliter l'attachement des Français à ce corps militaire étranger, mais également à l'acceptation des guerres lointaines menées par l'empereur Napoléon III au XIXe siècle. Afin de célébrer la victoire de la bataille qui se tint sur les rives du fleuve de l'Alma, Napoléon III voulut rendre un hommage durable à l'armée d'Orient en le gravant dans la pierre. Dans le cadre des grands travaux du baron Haussmann, débute en 1854 la construction du pont de l'Alma. Il s'agit d'un pont en pierre calcaire avec 3 arches elliptiques conçues par l'ingénieur en chef Paul-Martin Galochet de la Galisserie et construit sous la direction de l'ingénieur et médecin Charles-Marie Gariel. L'inauguration du pont de l'Alma aurait dû avoir lieu lors de l'exposition universelle de 1855, mais le pont n'étant pas terminé à la date prévue, il fut inauguré par Napoléon III, un an plus tard, le 2 avril 1856. Situé en plein cœur de Paris, le pont de l'Alma est un pont routier situé sur la Seine qui relie le quai Branly, dans le 7e arrondissement sur la rive gauche, à l'avenue de New York. Afin de commémorer la première victoire de la guerre de Crimée et de rendre hommage aux soldats qui avaient combattu à la bataille de l'Alma, Napoléon III décida d'y faire installer 4 statues de soldats représentant 4 corps des régiments français de la garde impériale. Le grenadier d'infanterie et le zouave, qui furent réalisés par le sculpteur Georges Diebolt, et l'artilleur et le chasseur à pied, qui fut réalisé par Charles-Auguste Arnaud. Le grenadier et le zouave furent placés en amont de la Seine, face au courant du fleuve. L'artilleur et le chasseur à pied
furent placés sur les piles du pont en aval de la Seine. Dans chacun des corps d'armée, on désigna pour servir de modèle aux sculpteurs Georges Diebold et Auguste Arnaud un homme choisi par ceux qui alliaient à la présence physique la plus parfaite les plus brillants états de service. Et c'est ainsi qu'échut au zouave André-Louis Gaudy l'honneur d'aller poser, l'arme au pied, dans l'atelier du sculpteur Georges Diebold. À l'époque, en 1856, il logeait chez un de ses frères, marbrier à Paris, pendant les périodes de repos. Pour le zouave Gaudy, en plus de l'honneur, ce fut l'occasion de gagner un peu d'argent. Pour chaque journée de pose dans l'atelier des sculpteurs, et alors que sa solde journalière de zouave n'était que d'1 sou par jour, il gagnait 20 francs or. À cette époque, c'était une sacrée somme, que dit-on, il aurait joyeusement flambé dans les tavernes et autres lieux de débauche de Paris. La statue du zouave du pont de l'Alma mesure 5,20 mètres de hauteur et pèse 8 tonnes. Elle a coûté 22 500 francs, y compris la fourniture des matériaux et des frais d'échafaudage. Les zouaves, ces soldats des régiments d'Afrique du Nord, qui s'étaient illustrés par leur bravoure et qui avaient eu un rôle décisif dans les batailles de la guerre de Crimée, avaient ainsi l'honneur d'avoir l'effigie d'un des leurs sur un des ponts du centre de Paris. Les 4 statues posées aux piles du pont de l'Alma furent inaugurées le 15 août 1858, jour anniversaire de la naissance de Napoléon Ier, 89 ans auparavant. L'année suivante, en 1859, André-Louis Gaudy participe à la campagne d'Italie de Napoléon III contre les Autrichiens. Il s'y bat avec un grand courage, participant aux batailles de Palestro, le 31 mai, Magenta, le 4 juin, et Solferino, le 24 juin. Grâce à ces actes héroïques, André-Louis Gaudy rentre en France avec une médaille gagnée au combat. En 1869, après 21 ans de glorieux service et après avoir parcouru toute l'Europe et l'Afrique du Nord, André-Louis Gaudy, âgé de 41 ans, est libéré de ses obligations militaires. Il regagne Boulogne-sur-Mer dans l'objectif d'y exercer le métier de tailleur de pierre. Un an plus tard, la guerre de 1870 éclate entre l'Allemagne et la France. André-Louis Gaudy, qui n'a jamais reculé devant son devoir, s'engage à nouveau pour 4 ans au 20e régiment de ligne. Le 1er septembre 1870, c'est la terrible défaite de Sedan. Napoléon III est fait prisonnier. André-Louis Gaudy sera fait prisonnier par les Prussiens le 24 octobre. Il est libéré l'année suivante et intègre le 106e régiment d'infanterie. Le 18 mars 1871, c'est le début de l'insurrection de la Commune de Paris. Au cours des combats des barricades qui ensanglantèrent Paris pendant ces mois de l'année 1871, la sœur d'André-Louis Gaudy tenait un restaurant à Paris. Le midi, bravant le danger, elle allait porter à manger à son frère. Elle fut malheureusement tuée presque à côté de lui par un boulet de canon, et il en ressentit un immense chagrin dont il ne se consola jamais complètement. André-Louis Gaudy passe ensuite 4 ans au 106e régiment d'infanterie, basé en Afrique du Nord, et il contribue à la répression de l'insurrection en Algérie, où il reste jusqu'en 1874. À la fin de son contrat dans l'armée, il rentre à Boulogne-sur-Mer avec le grade de sergent. Après 25 ans de service et 15 ans de campagne, soit un total de 40 années, sa pension militaire est de 475 francs, réglée sur le grade de caporal, car il a été sergent moins de 2 années. Il est alors âgé de 46 ans. Il occupe un emploi de contremaître dans une importante entreprise de marbrerie à Marquise. Il est décrit comme un honnête homme, très travailleur. En 1875, André-Louis Gaudy fonde un foyer à Boulogne. Il réside au 29 de la rue de Lille, en Haute-Ville. Il se marie à Boulogne-sur-Mer le 7 novembre 1878 avec Marie-Alphonsine Duporge. Il reconnaît sa première fille Marie-Joséphine Constance, née hors mariage. André-Louis Gaudy et son épouse auront 5 filles. En 1878, c'est l'exposition universelle de Paris, avec la construction du palais du Trocadéro, qui abritera le musée d'ethnographie dirigé par le Boulonnais Ernest Ami. En 1887, André-Louis Gaudy et sa famille résident à Boulogne-sur-Mer, au 74 rue de la Paix. En 1889, c'est l'exposition universelle de Paris, avec l'inauguration de la Tour Eiffel. Une grande passerelle est construite devant le pont de l'Alma. Après l'exposition universelle, elle sera démontée et reconstruite 2 ans plus tard au niveau de l'ancienne gare de Calais. Le 20 mai 1896, André-Louis Gaudy décède à Boulogne-sur-Mer, au 29 rue de Lille. Ce fut l'occasion d'un double resserrement de cœur. Le jour même de son décès, arriva en effet à Boulogne la médaille militaire qu'il avait chèrement acquise. On la lui refusa.
la décoration n'étant pas alors délivrée à titre posthume. C'était le seul souvenir qui serait resté de ces campagnes. En effet, ses précédentes décorations, il les avait perdues avec toutes ses affaires sur un champ de bataille. À la fin du XIXe siècle, le pont de l'Alma connut une première restauration. Sa largeur fut doublée en prévision de l'exposition universelle de 1900, grâce à l'ajout d'une passerelle en amont. C'est au début du XXe siècle que le zouave et les autres statues des piles du pont de l'Alma sont devenus très populaires, car c'est en les observant que l'on peut suivre le niveau de la Seine qui monte. Le zouave a souvent eu les guêtres dans l'eau et la culotte parfois mouillée, mais il n'a jamais bu la tasse. Il faut convenir que ça aurait été un paradoxe qu'un Boulonnais soit noyé à Paris. La statue du zouave a donc servi d'instrument de mesure des crues de la Seine pour les Parisiens inquiets. Lorsque le niveau de l'eau atteignait les pieds de ce zouave, les voies sur berge étaient en général fermées. Lorsque l'eau montait jusqu'aux cuisses du zouave, la Seine n'était plus navigable. Compte tenu des modifications qui ont affecté la statue du zouave au cours des aménagements du pont de l'Alma, il n'est bien sûr qu'un repère indicatif et pas absolu sur le plan scientifique. Lors de la fameuse crue historique de 1910, l'eau de la Seine est montée jusqu'aux épaules du zouave. La crue de l'année 1910 fut exceptionnelle, mais il y en eut d'autres. Au cours des années 1920, il y eut plusieurs crues de la Seine et le zouave fut régulièrement observé par les Parisiens. En 1937, une des filles d'André-Louis Gaudy est interviewée à Boulogne par un journaliste parisien. Mademoiselle Zélie Gaudy tenait une petite mercerie dans la rue de Lille, à l'ombre de la basilique Notre-Dame. Après la Seconde Guerre mondiale, un autre journaliste parisien vint à Boulogne interviewer Mademoiselle Zélie Gaudy, qui l'emmena chez sa sœur, Madame Magnier, qui habitait une maison récemment reconstruite rue de Calais, et qui conservait précieusement le livret militaire de son père, dont les états de service furent particulièrement glorieux. Pour Mademoiselle Gaudy et sa sœur, le statuaire a reproduit fidèlement les traits du visage de leur père, tels qu'elles l'ont connu, et à défaut d'autres documents, c'est l'image du zouave du pont de l'Alma qui se trouve dans l'album de famille. André-Louis Gaudy était aimé de ses filles, et le journaliste relate ainsi les souvenirs des deux sœurs. Nous avons lu l'admiration pour leur père dans les yeux de Madame Magnier et de Mademoiselle Gaudy, quand elles nous disent combien elles aimaient qu'il leur raconte des histoires sur ses campagnes. Il était courageux, notre père, ajoute Madame Magnier. Son dos, ses bras étaient criblés de grains de plomb reçus dans les combats. Il souffrait également de plusieurs blessures, mais sans jamais se plaindre. Mon père, m'a dit encore Mademoiselle Gaudy, eut 5 enfants, 5 filles. 2 de mes sœurs habitent également Boulogne, et Madame Magnier a 2 fils. L'un est fonctionnaire municipal, dessinateur pour la ville de Boulogne, et l'autre est employé des chemins de fer.
Dans les années 60, en raison de son étroitesse et de l'augmentation des transports routiers et fluviaux au XXe siècle, le pont de l'Alma a subi un tassement de près de 80 cm qui a fait décider de son remplacement. Le pont de l'Alma n'a plus longtemps à vivre, 3 ans au maximum. Il va être démoli et remplacé par un pont plus large et plus haut. Il avait été construit en 1856 par le baron Haussmann. Malheureusement, l'éventreur de Paris, pressé par Napoléon III, n'avait pas eu le temps de sonder le terrain. Résultat, le pont construit sur un terrain argileux s'est affaissé de 30 cm depuis sa construction. Actuellement, la ville de Paris fait effectuer des sondages pour étudier le terrain sur lequel reposeront les piles du nouveau pont de l'Alma. Cela explique la présence de ces pontons qui depuis plusieurs jours sont ancrés sous le pont. Le nouveau pont de l'Alma, dont la construction sera entreprise après l'achèvement du pont de Grenelle, aura une chaussée de 24 mètres de large au lieu des 10 mètres actuels. Il sera beaucoup plus haut pour ne pas gêner la navigation fluviale. Il n'y a pas encore de projet précis, mais on peut penser, ou tout au moins espérer, que ce sera un ouvrage digne du site et digne d'accueillir sur l'une de ses piles le célèbre zouave. Il est alors convenu que le pont, devenu inadapté à l'augmentation de la circulation automobile, soit remplacé par un pont en acier réalisé avec une seule pile. Le pont actuel a été construit de 1970 à 1974. Seule la statue du zouave de Georges Diebold a été conservée. Elle a été réinstallée, toujours en amont de la Seine, au niveau de l'unique pile du pont. Elle se trouve plus près de la rive droite, mais regarde toujours en direction de la rive gauche. Il n'y a qu'une seule statue qui a été retenue, c'est le zouave Gaudi, parce que c'était peut-être le plus beau. Les 3 autres statues de l'ancien pont de l'Alma ont été déplacées à divers endroits de France. Le grenadier d'infanterie se trouve en Côte d'Or, à Dijon, la ville natale de son sculpteur, Georges Diebold. C'est le 31 mars 1970 que le grenadier est arrivé à Dijon par voie d'eau, après 18 jours de voyage. Le lendemain matin, des grues ont déchargé la péniche de ces 31 morceaux. Le montage a été terminé le 22 juillet 1970. C'est un sculpteur dijonnais qui a sculpté cette statue, Georges Diebold, donc né à Dijon en 1816, mais qui rapidement, vu son talent, est allé aux Beaux-Arts de Paris. Il a même été reçu prix de Rome. Ce grenadier d'Empire est aujourd'hui à Dijon car en 1963, le conseil municipal de Paris décide de reconstruire le pont de l'Alma. Un projet moderne, sans statue, enfin presque. À ce moment-là, le chanoine Kir se dit les 2 statues de notre Dijonnais, on va essayer de les rapatrier à Dijon. Et la chose lui est refusée. Et puis, elle est très très lourde. Là, vous avez vu sa hauteur, donc vous imaginez son poids. Il a fallu une grue qui a été prêtée par l'abbé à 102 pour la remettre en place. Depuis installé près du lac Kir sur la route de Paris, le grenadier passe souvent inaperçu aux yeux des promeneurs. Son regard scrute l'horizon et rêve, qui sait, de rejoindre un jour son cousin de pierre, le zouave de l'Alma. Il se trouve maintenant en bordure de l'avenue du Premier Consul, face au lac du chanoine Kir. L'artilleur du pont de l'Alma a été offert et transféré à La Fère, dans le département de l'Aisne, une cité chère au cœur des artilleurs, où était implanté jusqu'en 1993 le 41e régiment d'artillerie de marine. Le chasseur à pied du pont de l'Alma est visible depuis l'autoroute A4 contre le mur sud de la redoute de Gravelle, dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris, en bordure du Val-de-Marne. Il a malheureusement récemment perdu le haut de sa baïonnette à cause de dégradation. L'actuel pont de l'Alma est situé entre la passerelle de Billy et en amont du pont des Invalides. Il est fait d'acier et a une longueur de 142 mètres. Du haut de la tour Eiffel, on en a une vue imprenable. Le zouave du pont de l'Alma continue d'avoir une place importante dans la culture populaire parisienne. Il est toujours observé lors des crues de la Seine, même si sa position n'est plus exactement la même en hauteur que sur l'ancien pont.
Alors, si un jour vous passez près du pont de l'Alma, jetez un regard à ce brave zouave et ayez une pensée pour André-Louis Gaudy, le soldat du pays boulonnais qui, sans le savoir, est devenu la référence météorologique la plus originale de Paris.